Aujourd'hui, dans Suivez le guide, on va faire la fête! Et pour faire la fête, il faut une salle. Et jusqu'à la fin du 19e siècle, c'est dans cette salle que l'on faisait la fête, qu'il y avait des remises de prix, ou ce que l'on appelle des causeries, c'est-à-dire des conférences. Comment ça, vous voyez rien? Mais non, c'est normal, parce que cette salle, c'était l'ancienne halle au blé qui a été entièrement détruite dans la deuxième partie des années 1920. La vraie salle des fêtes, on va aller la voir tout de suite. Mais une halle au blé, c'est fait pour accueillir des sacs de blé, pas des spectateurs. Aussi, cette salle n'est pas très pratique. Donc le maire de l'époque, Albert Le Carpentier, va décider de soumettre à son conseil municipal, le 26 mai 1897, le projet de la construction d'une vraie salle de spectacle. Ce projet est voté à l'unanimité. En revanche, il y a un petit peu plus de discussion autour de son emplacement. Le maire veut absolument l'installer rue des Remparts, sur un terrain qui appartient à la mairie et qui est donc gratuit. D'autres conseillers préféraient l'installer dans d'autres endroits car ils trouvent le quartier pas très reluisant. Certains proposent la rue de la République, d'autres encore le champ de foire. Mais c'est finalement le maire qui aura le dernier mot, le maire et peut-être aussi le sens de l'économie qu'au choix. Cette salle est typique de la fin du 19e siècle de par son architecture et les matériaux utilisés, comme la brique. Elle est assez grande pour accueillir 700 personnes debout et sa structure est relativement sobre et simple, à part la façade qui est extrêmement décorée. Sur la façade, on distingue deux médaillons. L'un représente les arts de la musique, l'autre les arts de la scène, le théâtre. Ils sont encadrés par deux médaillons portant les initiales RF pour République française. Salle des fêtes est gravée, puis au-dessus on a un fronton très décoré, à nouveau avec des partitions, des instruments de musique et des feuilles d'acanthe. Et enfin, tout en haut, le blason de la ville avec la date de construction de la salle, 1898. La construction de la salle des fêtes est confiée à Émile Dumont, qui, c'est très pratique, est à la fois conseiller municipal et entrepreneur en maçonnerie. Non, à l'époque, ça ne choque personne. Il est également le commandant des sapeurs-pompiers de Montivilliers. Comme ça, on est au fait sur la lutte contre l'incendie. Lors de la construction de la salle, on va glisser sous la fondation un lingot d'or dans lequel on glisse un parchemin. Sur ce parchemin est inscrit le nom de tous les artisans qui ont œuvré à la construction de la salle et également tous les membres du conseil municipal. Cette nouvelle salle des fêtes est donc inaugurée le 30 avril 1899 par le président du comité des fêtes qui s'appelle, ça ne s'invente pas, Monsieur Lemort. C'est à la lueur de centaines de globes éclairés au gaz, elle ne sera électrifiée qu'une décennie plus tard, que les Montivillons découvrent au cours de cette soirée inaugurale dont voici le programme, leur nouvelle salle. Cette scène va accueillir de nombreux artistes et de nombreux spectacles, mais la salle sera aussi parfois le témoin de spectacles un petit peu moins glorieux. Ainsi, lors d'une soirée électorale qui a lieu le 28 avril 1906 et qui oppose Louis Brindot à André Siegfried, les opposants vont finir par en venir aux insultes, puis aux mains, puis ils vont carrément se lancer des chaises à la figure et, histoire de terminer en beauté, ils vont balancer le tableau noir sur le public. Ce n'est qu'après avoir chassé à coups de lance à incendie les derniers énervés que la salle retrouvera son calme. En 1917, la salle servira également de caserne à des soldats anglais. Bien sûr, au cours de ces nombreuses années d'existence, la salle va connaître quelques transformations. L'une des plus importantes intervient en 1987. L'une des améliorations les plus notables, c'est la transformation des chaises en plastique en véritables fauteuils confortables. Mais dans la nuit du 11 au 12 février 2011, un incendie éclate. Malgré l'intervention d'une trentaine de pompiers, les dégâts sont absolument considérables. À Montivilliers, on ne manque pas d'humour. En effet, voici le spectacle qui était annoncé le week-end de l'incendie de la salle.
Si l'oiseau de feu n'a pas porté chance à la salle, en revanche, tel un phénix, elle va renaître de ses cendres. En effet, après de nombreux mois de travaux de restauration, la salle est rendue à son public. Le 6 janvier 2015, la salle est inaugurée par les officiels et elle est inaugurée pour les Montivillons le 8 janvier 2015. À l'occasion de ce petit lifting, elle va également changer de nom et de salle des fêtes va devenir la salle Michel Valéry, du nom de l'ancien maire de Montivilliers. Si la salle a conservé sa superbe façade, en revanche l'intérieur a été entièrement refait avec les techniques les plus modernes. Nous voici au cœur de la salle Michel Valéry. En effet, Peggy, la salle a été entièrement refaite et modernisée. Nous allons voir le gradin derrière moi qui est motorisé, rétractable de 195 places. Ce gradin rétractable nous permet d'avoir une grande polyvalence. Ainsi, nous pouvons accueillir des spectacles debout pour une capacité d'environ 480 spectateurs. Mais aussi d'autres configurations, comme à l'heure actuelle avec le conseil municipal. Cette tribune télescopique fonctionne avec 2 moteurs électriques placés devant qui tirent l'ensemble. Une partie du fonctionnement se fait manuellement, les fauteuils se rabattent un par un à l'aide d'un vérin, comme les garde-corps. C'est un système de tiroirs qui permet à ce gradin de devenir compact et d'aller se ranger dans une niche afin de libérer l'espace de la salle. Nous voilà maintenant en régie où tous les effets son et lumière sont envoyés. De plus, nous avons un accès technique par la passerelle. Cette console de mixage numérique est un appareil de traitement du signal audio. Ainsi, lors des concerts, les signaux audio des micros arrivent dans cette console, ce qui nous permet de contrôler la puissance sonore, les effets, les égalisations. Certains de ces réglages permettent d'éviter ce fameux Larsen, qui est une boucle audio entre un micro et une enceinte. Cette console numérique est constituée de différentes pages qui permettent le contrôle de la puissance sonore pour le public, mais aussi le niveau sonore pour les retours des musiciens. En bref, cette console son est multifonction. Cette console lumière, également appelée jeu d'orgue, permet le contrôle des projecteurs lors d'un spectacle. Nous pouvons contrôler l'intensité lumineuse de chaque projecteur et ainsi enregistrer des mémoires. C'est ce que l'on appelle l'encodage. Ces mémoires permettent de retransmettre ces tableaux lumineux en fonction des scènes jouées lors d'un spectacle. La technologie évolue rapidement, les nouvelles consoles offrent la possibilité de choisir les couleurs sur les projecteurs, mais aussi leurs mouvements. Nous verrons tout à l'heure les différents types de projecteurs. Les boutons appelés potentiomètres permettent d'avoir un contrôle manuel sur les intensités des projecteurs. Nous utilisons des bandeaux afin d'identifier les différents projecteurs. Nous voilà sur la passerelle technique. Cette passerelle fait toute la longueur de la salle. Nous avons accès aux puissances électriques des projecteurs, mais aussi à une sous-passerelle, appelée passerelle de face. Voici quelques images lors de la pose impressionnante de cette passerelle au moment de la reconstruction de la salle après l'incendie. Si elle a conservé une partie de ses murs et sa façade, l'intérieur a entièrement été repensé. Un sous-sol a été créé pour y installer les loges. Pour rappel, ces loges se trouvaient auparavant sur plusieurs étages. Nous voici maintenant sur le plateau, ou appelé scène. Nous allons voir maintenant les différents éléments qui la constituent. Ces perches électriques nous servent d'accroche pour les décors, projecteurs, rideaux, ou plutôt pendrillons, et bien d'autres. Elles sont contrôlées par une tablette, ainsi nous pouvons régler la hauteur. Ceci est un projecteur dit traditionnel avec une lampe halogène. Pour changer la couleur, nous utilisons des filtres de couleur dits gélatine. Mais ces modèles sont vieillissants. Place à la LED. Beaucoup plus dans l'air du temps, ce projecteur moins gourmand en consommation électrique chauffe peu et surtout nous permet une multitude de combinaisons de couleurs. Bye bye les gélatines. Le projecteur motorisé ou dit asservi, qui est énormément utilisé en concert et plateau télé, c'est un projecteur capable d'effectuer des mouvements. Et si vous avez bien écouté auparavant, je vous laisse deviner avec quels moyens nous contrôlons ces mouvements. Et voici la fin de cette petite partie technique. Je te redonne la main, Peggy. Au théâtre, on n'utilise pas le même vocabulaire que dans la vie quotidienne. Ainsi, par exemple, on ne parlera jamais de la gauche ou de la droite d'une scène, mais plutôt du côté jardin et du côté cour. Cette appellation vient de la Comédie Française qui, en 1770, s'est installée dans la salle des machines du Palais des Tuileries. Et effectivement, quand ils sortaient de ce côté-ci, ils arrivaient dans le jardin des Tuileries, et quand ils sortaient de ce côté-ci, ils arrivaient dans la cour du Palais du Louvre.
Auparavant, on parlait plutôt du côté du roi et du côté de la reine, car la loge du roi était installée du côté jardin et la loge de la reine lui faisait face du côté cour. Mais bizarrement, cette appellation a été complètement passée de mode à partir de la Révolution française. Parler de roi et de reine, c'était un petit peu tendancieux. Ah, mais malheureux! Ça va pas, retire-moi ça tout de suite! Déjà, le vert, ça me va pas du tout au teint. Et puis, de toute façon, le vert au théâtre, ça porte malheur. Pourquoi cette superstition? Tout simplement parce qu'à l'époque, les vêtements verts étaient très compliqués à fabriquer. La couleur était très instable. Donc, on ne les teignait pas, on les peignait. Et on les peignait avec du vert de gris que l'on obtenait en faisant tremper des lamelles de cuivre dans des bains acides, du vinaigre, du citron ou même de l'urine. La couleur obtenue est magnifique. Le problème, c'est que le vêtement est toxique, ce que l'on ignorait à l'époque bien sûr. Donc, un comédien qui portait tous les jours, à la chaleur des bougies qui éclairaient la scène, un vêtement vert, finissait tout simplement par s'empoisonner lentement. Donc, on peut supposer qu'il avait des étourdissements, des malaises, voire même un petit peu plus grave. Ainsi, on raconte que Molière serait mort sur scène, habillé en vert. Bon, c'est de la légende ça, parce que Molière n'est absolument pas mort sur scène, mais il est mort chez lui et il ne portait pas de costume vert. Mais une salle de spectacle, c'est avant tout fait pour accueillir des spectacles vivants et des spectateurs. Et on espère vous retrouver très bientôt quand les jours seront meilleurs. Et en attendant, n'oubliez pas le guide.